Assieds-toi bien confortablement, on va parler bouquin. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Nous ne sommes pas libres de Tracy Chee aux éditions Young Novel. C'est un roman historique, young adulte historique, qui nous parle de la période post-Pearl Harbor. Donc, petit rappel de l'histoire, les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on va pas s'en sortir. Pearl Harbor, c'est une base militaire américaine située à Hawaï. Ils ne s'attendaient pas vraiment à être attaqués, donc c'est un peu la grosse surprise et ça va déclencher entre guillemets les hostilités entre deux pays, donc les États-Unis et le Japon. À partir du moment où il y a eu cette attaque à Pearl Harbor, les Américains vont devenir très très méfiants. C'est une façon très polie de dire raciste, envers surtout la population japonaise qui vit à ce moment-là aux États-Unis. Nous, on est au départ à San Francisco et on suit une famille japonaise qui vit sa vie, somme toute, assez classique et qui, du jour au lendemain, va se retrouver confronté à un réel racisme de la part de la population. Les Américains vont créer des camps dans lesquels ils vont déplacer des Japonais, des camps qui sont à une hygiène, enfin des camps qui ont une hygiène assez douteuse, qui sont placés dans des endroits assez reculés, par exemple dans le désert ou des choses comme ça. Et là, on va nous suivre je crois que c'est 14 personnes, on a 14 voix dans le roman, on suit 14 personnes, donc des ados principalement, qui vivent dans ces camps de déportation, et on va voir un petit peu comment ils vivaient en fait à ce moment-là, ce qu'il se passait au niveau historique, au niveau des pays, que ce soit au niveau du Japon ou au niveau des États-Unis. On va voir vraiment à quel point ils ont été traités comme... je sais pas de quel terme exactement utiliser, mais on va dire qu'en tout cas, on leur fait bien comprendre qu'ils sont pas américains et on leur fait signer des dizaines de papiers où en gros ils disent non, je ne suis pas un espion japonais, oui je prête allégeance aux États-Unis, mais en même temps ils ont aucun droit comme un américain. On va leur demander d'aller se battre à la guerre, on va leur demander des choses mais aberrantes vu le traitement qu'ils subissent. Et nous on suit donc ces personnages qui essayent de survivre et de vivre tant bien que mal en se forgeant quand même une identité. Voilà, on assiste vraiment à toutes ces choses. C'est très compliqué à expliquer, il faut le lire en fait, pour vraiment voir toutes les subtilités de ce qui se passait à ce moment-là. Alors, pour le point de vue historique, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. C'est vrai que c'est une période de l'histoire dont on parle assez peu, un peu comme si, tu sais, on essayait de cacher le truc, de l'étouffer un petit peu, genre, les Américains sont vraiment pas très fiers de ce qu'ils ont fait, et c'est logique qu'ils soient pas fiers de ce qu'ils ont fait, et du coup on a l'impression, un peu comme en France, qu'on essaye, tu sais, de mettre des choses sous le tapis, faut pas trop en parler, faut pas trop que ça se sache, c'est mieux si on sait pas qu'on a fait ça, mais en même temps, il est aussi extrêmement important que des personnes soient là pour dire oh, ok, attends, par contre, ok, aujourd'hui vous êtes peut-être un pays pour l'égalité, et encore on en doute, mais vous avez quand même fait ça et ça. Et je trouve ça hyper important qu'on te le rappelle parce que ça fait entièrement partie de l'histoire, et là pour le coup ça fait entièrement partie de l'histoire des États-Unis, et ça fait entièrement partie aussi de l'histoire de l'immigration japonaise, donc c'est extrêmement importante. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien rapporté. J'avais déjà lu une BD, si je retrouve une couverture, je vous la mets là, justement qui traitait du même sujet, que j'avais trouvé hyper percutante. Là ça m'a fait le même effet. Par contre, d'un point de vue roman, parce que c'est aussi ça, c'est aussi un roman, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y avait beaucoup trop de voix. L'autrice explique qu'elle a quand même voulu justement donner la parole, la voix à plusieurs personnages, et ça je l'entends complètement. Le problème, c'est que je me suis perdue à certains moments, il fallait que je revienne en arrière, je me disais, attends, je sais plus, c'est qui, lui? J'ai pris des notes, parce que ils sont 14, il y a 14 voix, et moi, ça me perdait, parce que ça reste des ados, donc 14 ados différents, j'étais là, attends, lui, c'est qui? Tu vois? Et j'avais beaucoup de mal, et ça m'a un peu perdue, et surtout, ça m'a empêché de m'attacher au personnage. Donc je l'ai vraiment lu, moi, comme un roman historique, limite pas romancé, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais pas cet investissement émotionnel que je pourrais avoir dans un roman fiction en fait, mais du point de vue historique c'était vraiment chouette. J'ai vu pas mal de gens avoir des coups de cœur pour ce texte, et ça reste un roman très important, un témoignage entre guillemets, parce que Tracy Chee c'est pas vraiment c'est pas des témoignages, mais voilà, ça reste entre guillemets un témoignage de cette partie historique, et pour le coup c'est extrêmement important à placer dans les médiathèques des ados, dans la bibliothèque, voilà, c'est vraiment un roman à faire découvrir.
parce que c'est important de savoir de quoi est constitué notre passé pour éviter de reproduire ça dans notre futur. Et comme notre futur, ce sont les ados d'aujourd'hui, c'est extrêmement important, je pense en tout cas, de leur faire découvrir ce genre de texte. Donc je vous le conseille réellement, surtout pour les ados, parce que même si moi j'ai été un peu perdue, peut-être qu'au moment où je le lisais, je manquais aussi de concentration, c'est fort possible. Donc, faut peut-être pas s'arrêter à ça. Mais voilà, niveau historique, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, je ne sais pas si tous les faits sont vrais, parce que c'est vraiment pas une partie de l'histoire que je connais bien. Mais c'est justement ça qui m'a plu, c'est que ça m'a permis de me faire rentrer un pied en plus dans cette partie historique et de pouvoir aller encore faire des recherches et en apprendre toujours plus, parce que se cultiver, c'est très important. Je vais maintenant vous parler de La berceuse des sorcières de Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. Alors moi j'ai une épreuve non corrigée puisque je suis partenaire et ils m'ont envoyé une épreuve non corrigée. C'est un roman à double temporalité. Dans un premier temps, on suit une jeune femme qui s'appelle Augusta qui vit à Salem, donc la ville américaine. Vous savez, cette fameuse ville où on pensait qu'il y avait toujours, enfin voilà, la ville des sorcières en fait. Il y a tout un folklore là-bas qui est créé, donc pour attirer aussi forcément les touristes, et Augusta travaille justement dans un espèce de musée. Alors c'est pas l'éclat total parce que elle est guide, et c'est vrai qu'elle fait tout le temps la même chose tous les jours, et c'est pas vraiment ce qui la passionnait, mais ça reste un boulot dans le domaine du tourisme et dans le domaine de l'histoire qui la passionne, donc elle prend bon gré mal gré son taf comme ça. Elle est dans une situation amoureuse, enfin elle est en couple depuis plusieurs années, avec un jeune homme qu'elle aime, mais sans vraiment savoir si c'est le grand amour. Bref, sa vie, on a l'impression, alors pas qu'elle l'a subie, mais qu'en fait, elle la tolère, voilà. Elle vit sa vie parce que c'est tout, en fait. Sauf qu'un jour, elle va en avoir un petit peu marre et elle va tomber sur l'opportunité de changer de travail. Elle va obtenir un poste dans un, je sais plus si c'est un manoir ou quelque chose comme ça, où elle va s'occuper de la collection d'une famille particulière. Quand elle va arriver sur son nouveau poste, il va lui arriver physiquement des choses assez particulières, je vous laisse découvrir ça. Il y a un côté un petit peu fantastique dans ce roman, donc il va lui arriver des choses un peu particulières qui vont un peu la chambouler et qui vont la pousser à mener l'enquête sur un personnage en particulier de cette famille, un personnage dont finalement personne ne sait rien ou alors très peu de choses, et elle, ça va vraiment attirer sa curiosité, et elle va commencer à mener vraiment cette enquête pour savoir qui est ce personnage. On a une deuxième voix dans ce roman, puisqu'on est dans le passé. On suit une jeune fille qui s'appelle Margaret, qui est la seule fille d'une fratrie de garçons, qui est un peu considérée comme une sorcière parce que elle est herboriste, en fait, elle soigne les gens avec des herbes, etc. Elle a un caractère assez fort, elle n'est pas prête à obéir simplement en acceptant simplement un mariage, en acceptant de devenir uniquement la femme de. Au fur et à mesure, elle va découvrir que autour d'elle, il se passe quand même des choses et que sa vie n'est pas aussi simple que ce qu'elle croyait en fait. Voilà, donc le passé et le présent vont forcément se regrouper comme dans tous les romans de ce genre-là. J'ai trouvé ça vachement sympa. C'est pas du tout le meilleur de ceux que j'ai lus dans cette... avec cette thématique-là, parce que c'est vrai que j'en ai lu quand même pas mal, mais ça restait hyper divertissant, j'ai trouvé ça assez chouette. Les personnages, j'ai beaucoup aimé Augusta, parce que j'ai vu que c'est un personnage... Enfin, j'aime bien les personnages qui évoluent, et Augusta, elle a une vraie évolution tout au long du roman, et ça, c'était vraiment chouette. La partie sur Margaret m'a un peu moins intéressée, ce qui est étrange, parce que d'habitude, je préfère la partie du passé. Mais voilà, pour moi, c'est un livre qui fait le taf, voilà, tout simplement. Il sera pas mémorable, je vais pas garder un... Tu vois, je vais pas... Ça se trouve, dans 2 ans, je l'ai oublié. Bon, peut-être pas non plus, mais... Les détails, en tout cas, si, ça m'a pas passionné, mais ça m'a bien diverti, j'ai trouvé ça intéressant, et je pense que si vous aimez ce genre de littérature, ça va vous plaire, d'autant plus que... je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, je pense que ça va vous plaire. Donc voilà, La berceuse des sorcières. Je vais maintenant vous parler d'un petit échec, donc La petite pharmacie littéraire de Elena Molini aux éditions Michel Lafon. Alors, ce roman m'a tiré énormément. Bon, déjà, la couverture, vous voyez, c'est canon quand même. Et puis, surtout, moi, on me parlait d'une librairie qui vendait des livres comme des remèdes, et je me suis dit, waouh, génial. En plus, ça se passait à Florence et tout. Pour moi, toutes les cases étaient cochées, j'allais m'éclater. J'ai commencé la lecture et déjà dès le début j'ai senti que ça allait tiquer avec moi parce que dès le début j'ai pas trop kiffé la plume, on va dire. J'ai trouvé que la plume était extrêmement simple, mais bizarrement, et ça c'est vraiment chelou parce que
D'habitude, les plumes simples ne me dérangent absolument pas. Vraiment pas, j'arrive à ressentir des émotions, j'arrive plein de choses. Mais bizarrement, celle-là, avec moi, elle n'est pas passée. Je sais pas, ça l'a pas fait. Et puis, j'ai trouvé, au même titre que la plume, j'ai trouvé l'histoire un peu fadasse, en fait. Donc, on suit une jeune femme qui s'appelle Blue, qui tient une librairie à Florence. Et voilà, elle mène sa petite vie, elle est célibataire, elle vit en colocation avec d'autres femmes qu'elle aime énormément, dont elle est assez proche. Et voilà, sa passion, c'est la lecture, c'est la littérature, c'est sa librairie, quoi. Il y a vraiment que ça qui compte. Lors d'une soirée, elle va rencontrer un homme qui va un peu l'enchanter, on va dire. Elle va être complètement sous le charme et l'envoûter, c'était ça le mot que je cherchais, qui va un peu l'envoûter et elle va être vraiment sous son charme, etc. Et puis elle se dit, voilà, bon bref, elle est sous son charme. Je vais trop loin. Il va lui faire une espèce de suggestion qu'elle va prendre au mot et elle va se mettre à partir de ce moment-là à conseiller effectivement des livres comme on conseillerait un remède à un mal, je sais pas, à la solitude, à l'anxiété, à plein de choses comme ça. Elle va commencer à conseiller des livres comme ça. À côté de ça, il y a un peu de romance, il y a un peu d'amitié, etc. Mais en fait, j'ai pas trouvé ça, je sais pas. Je me suis pas attachée aux personnages. J'ai trouvé que les personnages étaient fades. J'ai trouvé que c'était fade. Ça me manquait de piment, ça me manquait de sel. Il y a un truc qui me manquait dans cette histoire. En plus, moi, on me vend de l'Italie et je m'attendais à me balader un petit peu dans les rues de Florence. Je m'attendais à découvrir plus de choses et moi tu me parles d'Italie, je pense à des choses un peu plus romantiques, à une plume peut-être un peu plus poétique et c'est vrai que c'était tellement loin de ce que j'attendais. Si j'avais lu ce roman cet été sur la plage, je pense que je vous aurais dit c'est sympa, ça se lit bien. Clairement, voilà, si je change le contexte, ça l'aurait complètement fait. À l'heure d'aujourd'hui, au moment où je l'ai lu, c'était pas ça que je voulais. Quand j'ai attaqué ce roman, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poétique, avec vraiment plus qu'on allait me proposer plus de romans aussi, tu vois, que l'autrice. Alors elle en propose, hein, mais je pensais qu'elle en présenterait encore plus en me disant ah celui-ci nanan, et que moi j'allais pouvoir prendre des notes aussi, tu vois, qu'elle allait me faire plein de suggestions à travers son personnage. C'est pas ce que j'ai trouvé et ça m'a déçue. Du coup pour moi, alors ça se lit bien, hein, sincèrement, je pense que comme bouquin de plage c'est très bien, mais c'est pas ce que j'avais envie de lire et c'est pas l'attente que j'avais et du coup ça m'a déçue. Voilà, ça m'a vraiment déçue et c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça, ça marche pas à tous les coups. Je vais maintenant vous parler de Glen Afrique de Karine Gable aux éditions Plomb. Voilà, alors ça c'est l'édition collector. Dedans vous avez des photos qui apparemment appartiennent à l'autrice de Glen Afrique, qui est une ville en Écosse. C'est un roman que j'ai longtemps, et qui me faisait très envie, mais que j'ai longtemps hésité à lire parce que j'ai quand même beaucoup de mal avec les romans de Karine Gable. Il y a souvent des scènes de viol très compliquées à lire parce que écrites avec beaucoup trop de précision et de détails qui moi à chaque fois me retournent le cœur, donc j'ai énormément de mal. Il y a aussi quelques petits soucis souvent je trouve dans les romans de l'autrice, des soucis qui moi me heurtent mais qui peut-être passent inaperçus pour d'autres, et ça c'est chacun sa sensibilité face à certaines choses. C'est vrai que du coup j'ai un peu plus de mal à entrer dans les livres. Ce roman-là, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à expliquer pourquoi j'étais autant attirée par ce texte. Et en fait, ça a été une claque monumentale. C'est le premier roman que j'ai lu en 2023 et je l'ai lu d'une traite. Pourtant il est gros, hein. Il fait 750 pages, je n'ai pas réussi à le lâcher, j'avais l'impression de suffoquer, j'arrivais pas, j'avais besoin de savoir ce qui allait arriver au personnage, j'avais besoin de comprendre, c'était terrible en fait, et quand ça s'est terminé, j'étais perdue, tu sais, parfois quand tu finis un roman, je te tutoie du coup, parfois quand on termine un roman, on est un peu... Ouais, on sait plus où on est en fait, on sait plus où on habite, on est complètement paumé, et là ça m'a fait cet effet. Alors Glen Afrique, c'est l'histoire de Léonard. Léonard, c'est un petit garçon vraiment différent des autres,
qui a été recueilli par une famille et actuellement il ne vit plus qu'avec sa maman. Le père n'est plus là, alors, voilà, je vous laisse découvrir. Et il avait un grand frère, sauf que ce grand frère est parti vivre à Glenafrique. En tout cas c'est comme ça que Léonard connaît l'histoire. Donc il vit simplement avec sa mère, mais ils ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Ils sont dans un petit village aux États-Unis et ils sont vraiment pas aimés. Léonard est différent, il est différent. On sait pas vraiment s'il a une pathologie particulière ou pas, en tout cas on sait juste qu'il est différent, qu'il réfléchit un peu plus lentement que les autres, qu'il semble plus jeune que son corps, parce qu'on le décrit vraiment comme une montagne de muscles. En gros ce serait un enfant dans un corps d'homme, c'est un peu l'impression qu'on a quand l'autrice nous le décrit. Du coup, Léonard, déjà que sa mère est pas forcément appréciée dans le village où ils vivent, mais alors lui c'est encore pire, tout le monde se moque de lui et il vit un enfer à l'école, enfin au collège, parce que là, réellement, il subit du harcèlement et des mauvais traitements de la part de plusieurs enfants, de plusieurs garçons, un groupe de garçons. Sauf qu'un jour, Léonard va décider, entre guillemets, de se venger. Alors c'est pas vraiment lui qui le venge, il veut surtout protéger quelqu'un et qui le tient, mais en tout cas, il va commettre un impair parce que il va frapper ceux qui va vouloir se venger en fait. Il va simplement frapper ceux qui l'ont maltraité pendant des années. Sauf que les enfants qu'il va frapper vont avoir des traces, hein, et surtout l'un d'entre eux, son père on va dire que son père connaît du monde et du coup Léonard va devoir aller en prison. Le roman se passe quand même sur plusieurs années, plusieurs périodes, et du coup on a cette partie où il est en prison, puis cette partie où il sort de prison, où il essaye de reprendre une vie un peu plus classique. C'est surtout une histoire, donc c'est vraiment l'histoire de Léonard, c'est l'histoire de ce lieu fantasmé, Glenafrique, celui où finalement tout va s'arranger pour lui, en tout cas c'est ce qu'il pense, c'est son but ultime, c'est le but à atteindre dans sa vie. Et tout ce qu'il fera est fait pour l'amener à cet endroit précis, parce que pour lui, sa vie ne peut pas s'arrêter tant qu'il n'a pas vu Glenafrique, tant qu'il n'est pas allé dans ce lieu qu'il imagine et qu'il idolâtre depuis tant d'années, qu'il le fait rêver depuis tant d'années, et pourtant il va traverser des choses vraiment, vraiment horribles. C'est aussi une histoire fraternelle, d'amour filiale, c'est une histoire de tellement de choses. Il y a tellement de choses dans ce roman que je pourrais me perdre pendant des heures pour vous en parler. En fait, c'est vraiment, pour moi, ce livre, ça a été une rencontre avec ce personnage, Léonard, qui m'a profondément touchée. Vraiment, en plein cœur, et je pense que dans ce livre, on a soit des gens qui détestent Léonard et qui ne veulent que le détruire, et on a ceux qui sont prêts à tout pour le sauver et pour l'aider, et parce que ils ont vu en lui quelque chose, et je pense qu'en tant que lecteur on est peut-être un petit peu aussi dans ces deux aspects là en fait, et c'était quand même une histoire incroyable que tu as du mal à lâcher, qui te dérange parce qu'il y a plein de scènes qui sont extrêmement dérangeantes. C'est Corinne Gable, hein, donc forcément c'est pas Cucu les petits oiseaux, hein. C'est sombre, c'est dur à lire, mais j'ai vraiment été touchée par les personnages, et ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait dans un de ces romans, donc vraiment bravo, je me suis pris une claque, j'ai adoré la fin, qui me fait penser à un film, mais je peux pas vous le dire sinon je vais vous spoiler. C'est vraiment une belle découverte, et je vous le conseille vraiment si vous avez envie d'un roman un peu... Pour moi c'est vraiment juste un roman un peu sombre, alors il y a quand même un peu une enquête parce qu'il s'est passé quelque chose, mais ça reste vraiment un roman sombre dans une ville où on a décidé de faire porter le chapeau de tout ce qui se passe sur une famille en particulier, sans vraiment de raison, juste qu'on les aime pas en fait, et qu'ils sont peut-être un peu différents. C'était profondément touchant, et c'était vraiment très chouette, franchement c'était vraiment très chouette. Voilà, donc je pense qu'il est sorti en poche, ou tout du moins il va pas tarder, parce que il est pas récent comme roman, hein. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. On va changer complètement de registre et on va parler de... oh là là, il brille beaucoup trop, est-ce que vous le voyez? Le Palais des Otomae, de Nina Varela aux éditions de Saxus. Alors vous voyez rien du tout, je suis désolée, en plus avec la lumière ça doit pas aider. Alors, c'est un roman...
En fait, je serais tentée de dire que c'est un roman de fantasy, puisqu'on est vraiment dans un univers totalement inventé par l'autrice, mais en même temps, il y a des automates, quoi. Donc, je peux même pas dire que c'est du steampunk, parce que ça correspond pas du tout à du steampunk. Du coup, de la fantasy avec des robots, je sais pas trop, c'est assez... Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre à décrire comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a eu un moment une reine qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. La solution a été de lui créer un enfant, en fait. Je vais dire ça pour faire un raccourci. À partir de là, les Otomae sont arrivés un petit peu dans notre monde, et le problème c'est surtout qu'ils ont pris le dessus sur les humains. Il y a eu une guerre entre les Otomae et les humains, les Otomae ont gagné. Vraiment les Otomae, il faut les voir physiquement comme des cyborgs en fait, hein. On croirait des humains, mais c'est pas des humains quoi, voilà. Et donc ils ont gagné, et aujourd'hui c'est eux qui ont le pouvoir, et les humains soit sont esclaves, soit sont rebelles. Nous, on est avec la royauté, entre guillemets, ceux qui sont en place. Le roi des Otomae, lui, est plutôt pour conserver un petit peu quand même de la culture humaine. Il n'est pas complètement dans un mode de faut détruire tout ce qui est humain, faut tout balancer. Par contre, une certaine partie de la population Otomae, elle est plus comme ça, quand même comme ça, en mode de toute façon ils nous apportent rien, ça sert à rien de les garder, bref, l'humanité à la poubelle quoi. Nous, on suit surtout Lady Crier, donc la fille du roi, qui donc a grandi avec ce côté un peu humaniste, on va dire, qui doit se marier à un chef rebelle, justement pour unir les clans. Tout ça, c'est politique. Voilà, donc on est un peu dans cette partie politique. Elle va devoir épouser cet homme qu'elle n'aime pas, mais en même temps, c'est sa mission. Et puis bon, ça reste un Otomae, donc j'ai pas envie de te dire qu'elle obéit comme un robot, mais c'est un peu ça quand même. Ils n'ont pas vraiment de sentiments parce que ce sont des robots. Certains ont des dysfonctionnements et dans ce cas-là, faut un peu les détruire. Il y a une espèce de fiche de bord au moment de leur création qui correspond à leur naissance. Et parce qu'on leur met... En fait, les Otomae ne peuvent survivre que s'ils consomment un certain produit, genre comme de l'essence, tu vois, sauf que c'est un autre produit. Et puis quand on les crée, pour qu'ils aient quand même, parce que finalement ce sont des robots, mais l'air de rien, ils ont un corps qui ressemble à un corps humain, on cherche à tout faire pour qu'ils aient une façon de penser un peu humaine. C'est assez déstabilisant, je trouve, parce que finalement, ils détestent l'humanité, mais ils font tout pour ressembler aux humains. Je trouve ça assez déstabilisant. Donc voilà, on a tout ce truc politique, on a tout ce truc autour des Otomae, comment ils fonctionnent, comment faire quand la source de genre l'essence, l'équivalent de l'essence, va se tarir, et comment ils vont faire pour continuer à fonctionner, etc. On a toute cette problématique. Et au milieu de ça, on suit une petite humaine qui s'appelle Ayla, qui elle a un esprit de vengeance terrible. Pendant cette guerre, les Otomae ont tué toute sa famille, son frère et ses parents, qui ont été massacrés. Elle a réussi à s'échapper, et depuis, elle a vivoté un peu à droite et à gauche, et surtout elle a fini par faire partie, à intégrer entre guillemets la résistance humaine. Un jour, il va se passer un truc, elle va rencontrer la reine, Lady Crier, qui va un peu se prendre d'affection pour cette petite animal sauvage et va décider qu'elle va devenir sa dame de compagnie. C'est un peu une aubaine pour Ayla parce que ça lui permet d'infiltrer le château et de pouvoir voir ce qui va s'y passer et peut-être, dans son but ultime, tuer tous les Otomae qui ont participé au massacre de sa famille. Sauf que Ayla et Lady Crier vont fortement se rapprocher, et puis bon, il y a plein de complots politiques, etc. Bon, au niveau du résumé, je pense que c'est bien suffisant. De toute façon, c'est pas plus ni moins que ce qui est écrit derrière. Alors, il y a un truc qui me dérange. Moi, on me l'a vendu, entre guillemets. Il est présenté, j'ai vu ça dans plein d'endroits, et j'ai vu ça derrière aussi, comme The Romance Queer. Alors, il y a une romance queer, je vais pas mentir, bien sûr qu'il y en a une. Alors après, c'est une romance queer, mais c'est un petit peu chelou, parce que c'est une romance entre un robot et un être humain, donc c'est au-delà de la romance queer, tu vois. Ok, le robot est un robot fille, mais quand même, tu vois, c'est encore plus, tu vois, ça va encore plus loin. Mais moi, dans ce tome 1, je ne retiens pas que la romance, et pour moi, c'est pas l'essentiel de l'histoire. L'essentiel de l'histoire, c'est la présence des Otomae, comment ils fonctionnent, comment ils vont pouvoir continuer à fonctionner. C'est ce combat politique, ces mensonges, ces quiproquos. Il y a vraiment des embrouilles politiques et des magouilles, et tout le monde se sert d'un tel pour obtenir ce qu'il veut. Pour moi, j'étais vraiment plus là-dedans. Alors oui, au milieu de ça, on a le rapprochement de Lady Crier et de Ayla, clairement. Mais j'ai pas trouvé que c'était Peut-être que ça va le devenir, mais dans ce tome 1, c'était pas le sujet, quoi.
Et du coup, je me dis, quelqu'un qui prend ce livre en voulant réellement lire une romance queer, bah, va être vachement déçu, parce que, oui, il y en a une, mais c'est pas le point principal du roman, tu vois. Alors ça le devient peut-être dans le tome 2, je dis pas, hein, peut-être. Mais en tout cas, ne lisez pas ce livre si c'est parce que vous voulez lire une romance queer, parce que c'est pas ce que vous aurez. Maintenant, ça reste un livre plutôt sympathique, j'ai plutôt bien aimé. J'étais moyennement convaincue jusqu'au milieu, je me disais ouais. Et puis finalement, les intrigues politiques et les magouilles et les mensonges en tout genre et tout ont commencé à vraiment m'intéresser, et je me suis dit, ah si, en fait, c'est pas mal intéressant, j'aimerais bien aller voir au-delà, quoi. Et maintenant, je lirai avec grand plaisir la suite, parce que j'ai aussi envie de savoir ce que vont devenir Lady Crier et Ayla. J'ai envie de savoir ce que va devenir le monde, voilà, est-ce que les Automae vont pouvoir continuer à fonctionner? Enfin, j'ai vraiment envie de découvrir tout ça, et surtout de voir comment l'autrice va nous bidouiller cette histoire de romance entre un robot et un être humain. J'ai vraiment envie de savoir, hein. Parce que pour le coup, j'avais jamais vu ça encore. Voilà. Alors j'aurais dû m'arrêter là, mais en fait j'en ai vraiment trop en retard, donc j'ai décidé de vous insérer un autre petit roman. Donc il s'agit de celui-ci, Onieka et l'Académie du Soleil de... j'ai peur de mal le prononcer, Tola Okogu. J'ai vraiment peur de mal le prononcer, je suis désolée. Donc c'est un roman jeunesse qui est sorti chez... Alors j'espère qu'il est sorti chez Hachette, moi je l'ai lu donc je pense qu'il est sorti. C'était vraiment sympa. Alors déjà cette couverture est incroyablement belle. C'est l'histoire d'une petite fille, donc Onieka, qui vit à Londres, qui est une petite fille d'origine nigérienne. Pour le Nigeria c'est nigérienne, hein. J'ai toujours un doute. Qui vient du Nigeria. Elle vit seule avec sa maman, son papa n'est plus là, elle sait pas trop ce qui s'est passé. Elle est en préadolescence et puis elle a un très gros complexe. Onieka est très complexée par ses cheveux qui sont très crépus et surtout très différents de ceux de ses copines. Elle est très proche d'une autre petite fille. Voilà, elles mènent leur vie comme elles peuvent et voilà. Elle vit sa vie d'enfance comme ça, sauf qu'elle a quand même ce très gros complexe au niveau de ses cheveux. Un jour il va se passer quelque chose d'assez particulier au niveau justement de ses cheveux, et on va découvrir que cette petite fille, Onieka, n'est pas une petite fille classique, puisque Onieka est une Solari, et qu'elle va devoir apprendre à maîtriser ses super pouvoirs, et pour ça, elle va devoir retrouver son père, retrouver le clan de son père, donc le clan des Solari, et du coup, sa mère l'emmène avec elle au Nigeria pour qu'elle puisse rencontrer tout le monde et intégrer une académie qui va lui permettre de rencontrer d'autres enfants avec des pouvoirs comme les siens et puis découvrir son rôle et puis apprendre à gérer ses super pouvoirs. J'ai trouvé ce roman extrêmement intéressant pour plusieurs aspects. Déjà, on est avec une héroïne noire, hyper badass, voilà. J'ai trouvé ça vraiment super cool. On va au Nigeria, j'adore quand on voyage dans les romans, surtout quand on part en Afrique, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est pas quelque chose qui a beaucoup été exploité et je trouve ça vraiment intéressant. Et ensuite, alors, l'histoire de l'académie où elle va apprendre à gérer ses pouvoirs, c'est pas ultra original. Là, ce qui est original, c'est que ça se passe en Afrique, donc ça c'était assez cool. Par contre, c'est vrai que l'histoire en elle-même, le fond de l'histoire en elle-même n'est pas hyper... comment dire, n'est pas hyper original. Par contre, il y a un aspect que je trouve extraordinaire dans ce roman, c'est que cette petite fille, quand elle est à Londres, enfin quand elle est en Angleterre, elle a ce gros complexe avec ses cheveux. Vraiment, c'est sa bête noire, ses cheveux c'est un cauchemar pour elle. Elle en a honte, elle se sent pas bien avec, elle sait pas comment les coiffer, bref, rien ne va avec ses cheveux, qui ne sont pas comme les cheveux de ses camarades en fait. C'est vraiment ce complexe, elle le vit très mal. Et l'autrice va transformer ce complexe, va prendre le complexe de cette petite fille, qui sont ses cheveux trop crépus, trop bouffants, où rien ne va, pour en faire sa force, parce que son pouvoir à Onieka vient de ses cheveux. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien fait et extrêmement intelligent, parce que ça montre aux enfants que ce que tu n'aimes pas chez toi, ce qui te complexe, ce qui te fait avoir honte face aux autres, finalement, c'est ta différence, et ta différence fait ta force. Et j'ai trouvé ça, c'est un message que je trouve, c'est très subtil, parce que est-ce qu'un enfant de 8 ans va se dire « Ah ouais, ok, donc ce que j'aime pas, c'est ma force ?» Peut-être pas. Par contre, en lisant le roman, effectivement, il va intégrer ce truc de « Oh, elle aimait pas ses cheveux, mais t'as vu, c'est grâce à ses cheveux qu'elle peut faire ça, tu vois ?» Et j'ai trouvé ça
Ouais, c'est hyper intelligent en fait. Et j'en discutais avec une amie et elle me disait que justement, sa nièce actuellement est très complexée par ses cheveux qui sont trop crépus, etc. Je lui ai dit, écoute, je t'envoie le livre, je pense réellement qu'elle va kiffer. Et en discutant avec elle, elle me dit, ah bah clairement, si tu lui expliques que finalement ses cheveux c'est un super pouvoir, je pense qu'elle en aura plus honte. Et j'ai trouvé ça vraiment important de soulever ce détail dans ce roman parce que pour moi, les romans jeunesse ont vraiment cet intérêt-là. Alors oui, ils doivent être divertissants, ils doivent permettre aussi à l'enfant de découvrir le plaisir de la lecture, de l'évasion, etc. Mais si en plus de tout ça, on peut leur apprendre du vocabulaire, on peut leur apprendre du vocabulaire parce que c'est extrêmement important de découvrir plein de nouveaux mots, mais si aussi on peut leur transmettre des messages comme ça pour que eux se sentent mieux derrière, et c'est en ça que la diversité est extrêmement importante, encore plus en littérature jeunesse. Vraiment, je trouve ça extrêmement important d'en mettre de plus en plus, et vraiment pour ça, je vous recommande chaudement ce roman. Faites-le lire à vos enfants, déjà parce qu'il y a un côté magie et c'est vraiment cool, et aussi parce que, je vous dis, ça met vraiment en lumière cet aspect de ton complexe, ce que tu détestes chez toi, va faire de toi, va être ta force en fait, et n'en aie peut-être pas honte parce que vraiment ça va t'aider dans la vie. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Mettez-le entre les mains de vos enfants, vraiment, soutenez ces maisons d'édition qui nous font des couvertures avec une petite fille noire magnifique. Vraiment, allez-y, c'est important. Franchement, c'est important aussi de soutenir les maisons d'édition qui font cette démarche, à mon sens encore plus en jeunesse, mais ça c'est mon point de vue, voilà, vraiment il faut les soutenir, et vraiment je vous assure que vos enfants vont s'éclater, donc n'hésitez pas à lire Onyeka, à le faire circuler, à le mettre, comme je le dis tout le temps pour ceux qui peuvent, en médiathèque, en CDI, etc. parce que c'est des romans qu'il faut qu'on voit en fait, et puis tu les places comme ça devant, enfin sur la table, ça claque, franchement, moi je trouve ça génial, et puis voilà, c'était vraiment très cool. Alors c'est un tome 1, moi je lirai le tome 2 avec plaisir, et j'ai hâte de retrouver les aventures d'Onyeka et de retourner au Nigeria. Clairement, c'était vraiment chouette. Donc voilà, je vous ai présenté 6 romans, j'en ai encore à vous présenter, donc je vais tourner un autre point lecture, pas tout de suite, mais demain peut-être. J'espère que vous avez fait des découvertes. Il faut savoir que je suis très présente sur TikTok. Je poste tous mes avis sur TikTok en version très condensée. Donc si ça vous intéresse d'aller m'y rejoindre, n'hésitez pas, je vous oblige pas du tout à y aller, je vous donne juste le tips, parce que c'est vrai, il y a certains romans que je vais vous présenter aujourd'hui, que je l'ai lu il y a un mois par exemple, parce que j'ai moins le temps de me poser pour une vidéo que de prendre mon téléphone et de filmer un petit TikTok de 3 minutes quoi. Donc c'est vrai que si vous voulez avoir des avis très proches du moment de lecture, TikTok c'est le meilleur lieu pour ça. J'en poste un peu sur Insta, mais j'en poste un peu moins. C'est vrai que sur TikTok je les poste tous, et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai commencé à faire pas mal de shorts sur la chaîne, juste parce que je trouve ça extrêmement drôle, donc il y en a un tous les jours, voilà. Alors je poste un short tous les jours où il n'y a pas de vidéo. Quand il y a une vidéo je poste pas de short, mais du coup vous avez un contenu sur YouTube, parce que les shorts sont sur YouTube. Je les mets surtout pour que tous ceux qui n'ont pas envie d'aller sur TikTok puissent quand même voir certaines vidéos que je mets là-bas. Ça vous permet de ne pas avoir une application supplémentaire. Donc n'hésitez pas à regarder les shorts. Alors le problème c'est que je peux pas mettre des avis express en short. Alors je le ferai peut-être pour tout ce qui est graphique par contre, hein. Donc restez par là. Mais pour tout ce qui est roman c'est plus compliqué, pour la bonne et simple raison que sur short je n'ai qu'une minute. Et je peux pas faire un avis en 1 minute, vous voyez bien que je suis bien trop bavarde. Voilà, mais n'hésitez pas, il y en a un tous les jours, je le mets en fin de journée, aux alentours de 18h, donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne YouTube. Il y aura un short tous les jours. De toute façon, c'est pas compliqué, soit il y a un short, soit il y a une vidéo. Donc vous aurez automatiquement quelque chose sur YouTube. Et puis sur TikTok, il y a au moins deux vidéos par jour. Et sur Insta, j'essaye d'en mettre un par jour. Ça fait beaucoup. Je me place sur toutes ces plateformes. Je le répète parce que j'en ai discuté avec certains d'entre vous sur Insta, mais bon, on n'était que 2 ou 3, tu vois. Donc je préfère vous le dire là. Je suis présente sur toutes ces plateformes. Ça ne veut pas dire qu'il faut me suivre sur toutes les plateformes. C'est pas, je vous dis pas ça pour vous inciter à venir partout me suivre. C'est justement, j'essaye d'être présente sur les différentes plateformes pour que pour que tout le monde ait un petit peu de contenu, en fait, tout simplement. Je me dis que si Ginette, elle préfère rester que sur YouTube, et au moins elle a aussi les shorts où je fais un peu, où je m'amuse, on va dire. J'allais dire où je suis un peu la folle, oui, où je m'amuse.
m'excuse. Mais si Bernadette, elle aime bien TikTok, et ben elle a du contenu. Et si Josiane, et ben elle préfère rester que sur Insta, elle a aussi du contenu. Voilà, j'essaye d'être présente un peu partout. Dès le mois de février, je reprendrai les lives Twitch en journée, parce que le soir, mes soirées, je les passe avec Chris en fait, donc j'ai pas très envie d'être sur Twitch. Peut-être qu'il y en aura une ou deux, mais voilà, ça sera plus en journée ou des choses comme ça. Donc je reprendrai en février. J'avais vraiment besoin de souffler un peu en janvier, même si j'ai beaucoup été sur les réseaux finalement, même si vous m'avez moins vu sur YouTube, j'étais quand même très présente partout. Donc voilà, en février, je reprendrai les live Twitch, je ferai un petit planning que je vous donnerai. Si vous avez envie de me mettre en fond sur votre téléphone pendant que vous travaillez, ou des choses comme ça peut être sympa. Voilà, et en ce qui concerne les shorts, c'était ça que je voulais vous dire, c'est un peu le même principe qu'une vidéo YouTube. Donc si ceux qui regardent, vous pouvez penser à mettre un petit like, et si vous pouvez laisser un commentaire, même juste un smiley, hein, c'est toujours ça de prix, et moi ça me fera plaisir, je verrai que vous les regardez, c'est assez cool. Et puis c'est tout. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis désolée, mon néon ne marche plus. Voilà, alors il s'éclaire, mais très faiblement. Hein. C'est de la gnognotte, je suis fâchée, il faut que j'en rachète un. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez découvert des romans, que vous avez envie de lire certains titres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous a tapé dans l'œil. Est-ce que, voilà, quel est le roman de cette vidéo qui vous fait le plus envie? J'espère que je vous ai convaincu avec Anieka, parce que ça me tient assez à cœur, je dois l'admettre. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un chouette moment, que ça vous a détendu, parce que vraiment, c'est le principal. Je vais essayer de vous mettre, je dis bien essayer, de vous mettre une autre vidéo ce week-end. Je garantis pas parce que je pars vendredi pour le festival de la BD d'Angoulême pour travailler. Hein. Je vais faire des interviews, ça va être génial. Je vous prépare une vidéo. Elle va être fantastique. J'espère que ça va avoir le rendu que je veux, mais ça va être trop bien. Et voilà, donc je vous ferai un petit vlog à Angoulême aussi. Enfin, je vais vlogger la fin de ma semaine et ma présence à Angoulême. Et puis, comme ça, il y aura un vlog la semaine prochaine. Et je vous mettrai aussi la vidéo spéciale en gougou. Voilà. Mais du coup, je vais quand même essayer de vous tourner le book haul pour vous le mettre ce week-end. Je pense que ça vous ferait plaisir, donc je vais essayer de faire ça. Et voilà, maintenant je me tais, j'ai beaucoup trop parlé, en plus j'ai mal à la gorge. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve, on croise les doigts pour que j'ai le temps de le faire ce week-end. Et sinon, je vous assure, je suis partout en ce moment. TikTok, les shorts, Instagram, voilà. Vous pouvez me trouver, je suis là. Je vous fais des milliers de bisous, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Le mois de janvier, je trouve, est un peu difficile pour tout le monde, donc je vous envoie toute la force qui me reste, parce qu'en ce moment j'en ai pas beaucoup non plus, mais je vous envoie tout ce que je peux et j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.